Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast nommé Génération IA, dans lequel nous allons voir en quoi l'IA générative est en train de changer notre vie et notre société et de façonner en fait tout l'environnement avec lequel on interagit. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de donner des clés de compréhension à tout le monde, de donner des conseils pratiques, découvrir des outils de productivité, déchiffrer l'actualité IA et voir toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre vie. Donc ne ratez pas le train et faites partie de la génération IA. Déjà, pourquoi créer ce podcast? Il faut savoir que il y a 2 semaines, j'étais avec mes parents et je leur ai demandé, comment ils utilisaient ChatGPT et en fait, il se trouve qu'ils n'utilisaient pas ChatGPT. Alors, ça me paraissait lunaire, dit comme ça, et je pense que parmi vous, ça peut vous paraître également lunaire, mais il faut savoir, et c'est ce que ça m'a fait réaliser, que énormément de gens n'utilisent pas encore ChatGPT ou pas suffisamment. Et ChatGPT, c'est vraiment l'outil numéro un d'IA générative et de productivité, en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres que nous allons découvrir dans ce podcast. Mais ChatGPT, c'est l'incontournable. Et donc, je leur ai demandé pourquoi vous utilisez ChatGPT, comment, et donc ils ne l'utilisaient pas. Et ils n'étaient pas forcément intéressés de l'utiliser. En fait, on a tellement été martelés par ChatGPT et l'IA générative que certaines personnes ont carrément fait un blocage et n'ont pas envie de l'utiliser ou ne voient pas l'intérêt. Je me suis dit que c'était une perte énorme et que je devais absolument leur montrer, mais j'ai que quelques secondes pour attirer leur attention et les faire accrocher. Qu'est-ce que j'ai fait pour leur faire comprendre la puissance de ChatGPT? Eh ben, tout simplement, j'ai activé le mode conversationnel et j'ai commencé à parler avec. Et j'ai commencé à demander des choses assez drôles, notamment d'écrire un poème sur un thème particulier qui leur plaisait bien, avec des rimes. Ça, c'est vraiment le test le plus puissant que vous pouvez faire. Vous activez le mode conversationnel et vous demandez un poème avec des rimes. Et là, la personne en face de vous, en général, est assez scotchée. Si bien que vous choisissez un thème qui lui correspond bien, donc un peu personnalisé, vous allez voir que à chaque fois, ça fait mouche. Et donc à partir de là, en fait, je pense que c'est parti. Je pense qu'ils vont utiliser ChatGPT. C'est vraiment un outil qui est tellement intuitif parce qu'on peut lui demander lui-même comment s'en servir. Je crois que c'est le premier outil dans l'histoire où en fait, il t'explique lui-même son fonctionnement. Donc c'est vraiment puissant. Et ChatGPT, c'est vrai que c'est devenu un incontournable dans ma vie et dans la vie de tout le monde. On peut l'utiliser vraiment pour tout. Nous allons, dans ce podcast, refaire un point sur cet outil parce que, il y a pas mal de choses à voir. Il y a eu pas mal d'évolutions. ChatGPT, c'est un chatbot conversationnel qui a été lancé, fin 2022 par OpenAI, l'entreprise, d'IA, créée par, Elon Musk et Sam Altman, le CEO, et qui a, planché sur le sujet de l'IA générative pendant des années avant de sortir, les modèles, GPT, qui ont été, une petite révolution dans le milieu. Mais en fait, il faut savoir que le premier modèle, GPT puissant a été, révélé en 2020. ChatGPT a été créé fin 2022, donc il y a eu plus de 2 ans entre, la création de ce modèle et la mise de ce modèle dans les mains du public dans un chat. En fait, l'adoption a été totalement immédiate avec 1 million d'utilisateurs en quelques jours, je crois. En tout cas, c'est le produit qui a eu le plus d'utilisateurs dans un temps le plus court de l'histoire, en battant, il me semble, Netflix. Ça a été un succès fulgurant et depuis, ben, ça fait que augmenter, notamment avec toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, et on va voir de quoi on parle ici. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur informatique, et évidemment que j'utilise l'IA générative, depuis l'apparition de ChatGPT, à fond, à fond, à fond. Je pense que j'ai dû consommer un nombre de tokens assez impressionnant. Et c'est marrant parce que c'est les ingénieurs en informatique qui créent cet outil. C'est des chercheurs et des ingénieurs en informatique qui créent cet outil. Et c'est les premiers à l'utiliser et en quelque sorte à être transformés par cet outil. En tout cas, leur métier est complètement bouleversé par ChatGPT.
C'est quelque chose vraiment de majeur que les gens ne réalisent pas s'ils ne sont pas dans la tech. Il faut savoir que le métier de développeur informatique est vraiment, je pense, le métier le plus impacté par ChatGPT. Ironiquement, puisque c'est aussi celui qui l'a créé. Mais je n'écris quasiment plus de lignes de code depuis environ 1 an en arrière. Bon, en vrai, j'en écris un peu, je modifie du code que l'IA m'a généré, mais c'est vrai que ça évolue à une vitesse folle. Et le code que me sort l'IA générative est tellement bon que du coup, je ne perds plus de temps à le faire moi-même. Je prompte ce que je veux à ChatGPT ou un autre modèle et j'obtiens mon code prêt à l'emploi. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment puissant et les gens qui n'ont pas conscience de ça, eh bien, je vous invite à vraiment jouer avec ChatGPT et pousser les cas d'usage très loin parce que ça va vraiment tout bouleverser. Le patron de l'entreprise Anthropic, qui est un concurrent de OpenAI, a dit que d'ici fin 2025, il y aura quasiment plus de code écrit par un humain. Donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes parce que ils aiment bien les effets d'annonce dans ce milieu afin de lever des fonds, etc. C'est un peu la course entre tous les concurrents parce que c'est tellement un marché énorme qu'ils aiment bien balancer comme ça des termes, des punchlines. Mais je pense qu'il y a quand même une part de vrai dans ce qu'il dit. Honnêtement, ça évolue à une vitesse folle. Et je discutais avec un ami l'autre jour qui est un développeur junior, qui est en stage de fin d'études, en alternance, pardon, et qui vraiment a du mal à trouver un premier job parce que, je pense, l'IA générative a remplacé beaucoup de développeurs juniors. Il faut savoir que quand tu es senior, que tu utilises l'IA générative, c'est comme si tu manageais 4 à 5 développeurs juniors. C'est vraiment impressionnant le gain de productivité que ça peut créer. Et les métiers liés à l'informatique, en général, ont une forte valeur ajoutée. C'est des métiers assez bien payés. Donc imaginez un mec qui travaille dans ce domaine et en fait qui fait x3 sur sa productivité. Imaginez l'impact sur le PIB, sur la société. C'est vraiment une diffusion horizontale. C'est ce que j'explique dans la description de ce podcast. L'IA générative est une nouvelle révolution telle que l'ont été l'électricité ou Internet. En fait, pourquoi l'électricité et Internet? Pourquoi ces deux comparaisons? Tout simplement parce que l'électricité, ça a été une diffusion horizontale. Chaque foyer a été équipé de l'électricité. Et en fait, ça a attiré toute la société vers le haut de façon plus ou moins égalitaire, mais il y a eu une sorte d'égalité dans le sens où chaque personne peut en bénéficier. C'est pas entre les mains de quelques personnes. C'est pareil pour Internet. Internet, c'est vraiment magique dans le sens où n'importe qui avec un ordinateur, n'importe où dans le monde, à condition d'avoir une connexion, peut se connecter et faire plein de choses sur Internet, gagner de l'argent même. Donc c'est vraiment une diffusion horizontale et je pense que ChatGPT, c'est la même chose. N'importe qui avec un smartphone et une connexion Internet peut utiliser l'IA générative, peut demander n'importe quoi, avoir accès à l'information instantanément. Et je pense que les conséquences de tout ça, personne ne les connaît. Il faut qu'on en parle sur ce podcast. C'est le premier épisode, on va en faire d'autres, évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je pense qu'on n'est pas prêt de voir toutes les conséquences que ça peut avoir. Ne serait-ce que sur l'économie. Je crois que Sam Altman, quand ChatGPT a sorti la fonction Deep Research, donc je vais en parler plus tard, mais en gros, c'est une fonction approfondie avec un raisonnement, expliquait que ça allait faire gagner 2 points de PIB sur les États-Unis, quoi. Parce que ça va permettre au lieu de passer par un cabinet de consulting type McKinsey pour faire une étude qui va durer des semaines, voire des mois à écouter pognon de dingue, en fait, en quelques secondes, t'as quelque chose de quasiment équivalent. En tout cas, 80% arrivent au même résultat. Tu vois, le raisonnement, c'est magique. C'est vraiment chacun a entre ses mains de l'or, mais c'est vraiment à nous de prendre en main cet outil pour nos usages. Et je pense que c'est ce que font beaucoup de gens, mais pas suffisamment en tout cas. Pas suffisamment de gens, et parmi les gens qui le font, ne poussent pas suffisamment la chose. Donc moi, je suis là pour vous bouger et vous dire d'utiliser l'IA générative à fond. Et je vais vous montrer des cas d'usage pratiques. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Je vais pas revenir en détail sur tout. J'expliquerai au fur et à mesure s'il y a des références à mon parcours. Il faut savoir, c'est que je suis ingénieur en informatique, développeur, et que depuis l'IA générative, je suis product owner, on peut dire. C'est-à-dire que
je deviens un peu le chef d'orchestre de toutes ces IA en leur disant quoi faire, comment faire, et moi j'assemble les parts et je fais des applications, je fais plein de choses. Je m'amuse bien. Et donc voilà pour cette longue introduction. J'aimerais qu'on reprenne les bases. J'ai devant moi un écran avec ChatGPT et je vais avec vous reprendre les bases, c'est-à-dire analyser déjà qu'est-ce que j'ai devant moi, quelle fonctionnalité, qu'est-ce que c'est. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on n'utilise pas forcément. Par exemple, je pense au GPT ou à la génération d'images ou au mode vocal ou au mode recherche. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues et en fait qui sont très très utiles et qu'on n'utilise pas forcément. Commençons tout de suite par l'analyse de ce que j'ai devant moi, c'est-à-dire ChatGPT ouvert, un nouveau chat et c'est marqué poser une question. Donc c'est marqué poser une question. En fait, quand on y pense, c'est assez fou de pouvoir poser une question et d'avoir une réponse instantanément, qui se rapproche vraiment de la vérité. Imaginez les philosophes grecs qui ont planché sur tous les sujets. S'ils avaient ça entre les mains, ce qu'ils nous feraient aujourd'hui, ce serait une dinguerie quand même. Donc on peut poser une question en texte, avoir une réponse détaillée. Ça, c'est la première chose. Je pense que tout le monde est au courant. Ensuite, il y a plusieurs points. Donc déjà, il y a un mode dictaphone où on peut parler. Et ça va faire un speech to text, c'est-à-dire que ça va écrire ce qu'on dit. Après, on peut le modifier et l'envoyer. Ça peut être plutôt pratique quand on est sur notre téléphone. Je sais que les modes vocaux fonctionnent plutôt bien. Ensuite, il y a le mode conversationnel. Donc là, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on parle et il nous répond. Il peut nous couper la parole, interagir avec nous. C'est vraiment une interaction conversationnelle. Donc rien à ajouter de spécial sur le mode conversationnel. On peut le tester ensemble en vrai. Je vais le lancer, on va voir ce que ça donne sur le podcast. Il faudrait que je prenne mon téléphone pour l'utiliser, on va voir ça ensemble. Ok, j'ai mon téléphone à côté de moi et on va tout de suite tester le mode conversationnel. Je pense que beaucoup de ceux qui m'écoutent l'ont utilisé, mais pas forcément tout le monde. Et ce mode conversationnel, personnellement, je peux l'utiliser par exemple en voiture. Je vous conseille de le faire. Vous n'avez plus de podcast, vous avez regardé tous les épisodes de Génération IA et donc vous vous dites je m'ennuie, je suis tout seul en voiture, qu'est-ce que je vais faire? Testez le mode vocal de ChatGPT. Si vous avez un sujet en tête sur lequel vous aimeriez discuter, poser des questions, creuser des sujets ou juste papoter, c'est pas mal du tout. Hello ChatGPT, comment tu vas? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ou discuter? Écoute, je suis en train d'enregistrer un podcast qui s'appelle Génération IA. Est-ce que tu veux dire un mot à nos auditeurs? Bien sûr. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Génération IA. Vous êtes au bon endroit pour explorer le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Restez curieux, posez des questions et profitez de ce voyage avec nous. Merci d'être là et bonne écoute. Donne-moi une idée de thème à discuter pour un premier épisode afin de poser les bases de l'IA générative et notamment de ChatGPT. Pour un premier épisode, tu pourrais aborder le thème de l'évolution de l'IA générative. Commence par expliquer ce qu'est l'IA générative, ses origines et comment elle a évolué jusqu'à des modèles comme ChatGPT. Tu peux aussi discuter des applications concrètes, des opportunités et des défis, ainsi que des implications éthiques et sociétales. Ça poserait une base solide pour les auditeurs et leur donnerait une vision d'ensemble avant de plonger dans des sujets plus pointus par la suite. Merci. Avec plaisir. Si tu as besoin d'autres idées ou de conseils, n'hésite pas. Bonne chance avec ton podcast. Ok. Intéressant. Je dis toujours merci à ChatGPT, je sais pas vous. Honnêtement, ça sert peut-être à rien. Mais si jamais l'IA prend le contrôle dans plusieurs années et que vous n'avez pas dit merci, vous serez peut-être les premiers sur la liste. Je dis ça en rigolant, mais on ne sait jamais, honnêtement. On va revoir ça plus tard, les questions liées plutôt philosophiques. Mais vous voyez que le mode conversationnel est vraiment très puissant. Il me donne direct des idées, on peut interagir, c'est assez sympa. Pour revenir sur le merci à ChatGPT,
je pense à ça, hein, j'interromps pas mal mon podcast. C'est plutôt une conversation, quelque chose de chill qu'on a entre nous, un format plutôt long qui s'écoute en voiture ou en faisant du sport, etc. Mais j'ai vu que Sam Altman, le patron de OpenAI, a expliqué qu'en fait, les gens qui disent merci coûtent des millions à OpenAI. Parce que quand tu dis merci, ChatGPT te répond derrière de rien, n'hésite pas si tu as d'autres questions, etc. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une inférence, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réponse qui est fournie par ChatGPT, ça coûte de l'argent à l'entreprise. C'est pour ça qu'au bout d'un certain moment, on atteint un quota et il faut payer 20 € par mois pour pouvoir utiliser de façon illimitée. Donc même si c'est pas énormément d'argent, ça peut être quelques centimes, voire moins. Tout ça mis bout à bout sur des millions de requêtes, vous imaginez que ça coûte des millions de dollars à OpenAI. Et c'est Sam Altman qui a expliqué ça récemment. Donc, écoutez, ne dites pas merci si vous voulez faire des économies aussi pour la planète, parce que chaque inférence, c'est en quelque sorte émet un peu de CO2, coûte un peu d'argent à OpenAI. Donc, ça peut être un bon geste de ne pas dire merci, mais vous voyez que ça ressemble tellement à une conversation humaine que c'est difficile quand on a été éduqué de dire merci à chaque fois, de en fait ne pas dire merci. Et je trouve ça normal en quelque sorte d'être poli, même quand on parle à un robot. Franchement, je trouve pas ça cool de s'énerver ou d'insulter un robot comme ChatGPT, parce qu'on prend des mauvaises habitudes. Après, on va parler à quelqu'un de la même façon. Donc non, restons polis avec. Si besoin, ne disons pas merci, juste on quitte l'application. Là, on fera quelques économies de CO2 et d'argent pour OpenAI. Mais voilà, parenthèse refermée sur ce mode vocal qui est très utile. Donc utilisez-le en voiture, utilisez-le même pour apprendre quelque chose, par exemple. Demandez-lui d'être votre prof d'italien. Demandez-lui de vous expliquer une anecdote ou d'améliorer votre culture générale. Comme ça, vous pourrez faire les 12 coups de midi et détrôner Emilien, pour ceux qui ont la ref. Mais bref, continuons sur l'interface ChatGPT. Je vois que j'ai mon chatbot pour prompter. Donc prompter, c'est poser une question à une IA. C'est un vocabulaire nouveau, qui n'est pas dans le dictionnaire d'ailleurs, prompter. Et j'ai vu que la ministre de l'Intelligence artificielle, Claire Chapaz, lors de la journée de la francophonie, je crois, a dit que ce serait bien qu'on mette prompter dans le dictionnaire. Et honnêtement, je suis assez d'accord parce que je n'ai pas d'équivalent en tête. Le fait d'écrire un prompt pour une IA générative, c'est vraiment quelque chose de particulier et ce mot est très important. Donc retenez-le si vous ne le connaissiez pas. Donc on a cette interface de prompt, le dictaphone, le mode conversationnel. Et je vois que j'ai un petit plus pour ajouter des images. C'est-à-dire que on peut ajouter des images dans ChatGPT. C'est très utile. Par exemple, personnellement, je l'utilise pour qu'il me sorte le code d'un design. Donc je vais faire un design d'un écran d'application mobile, par exemple. On peut la page d'accueil, par exemple. Et ensuite, je vais lui envoyer et je vais lui dire donne-moi le code. Donc c'est un peu du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on part du résultat et on revient en arrière sur le code. C'est vraiment assez utile, honnêtement. Ça fait gagner un temps fou dans mon métier, mais je sais pas, dans votre métier, il y a certainement des applications. On peut lui envoyer une ordonnance, on peut lui envoyer des fichiers, on peut lui envoyer des analyses de sang, et il va vous analyser ça en 10 secondes, de façon vraiment très impressionnante. J'ai vu sur Instagram l'autre jour quelqu'un qui a dit que ChatGPT avait trouvé sa pathologie en 10 secondes, que des médecins avaient mis des années à trouver. Alors c'est à prendre avec des pincettes, mais ça illustre quand même la puissance de cet outil lorsqu'il est bien utilisé. Attention, faut pas le croire sur parole. C'est marqué d'ailleurs en dessous de l'interface de prompt. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. Quand ChatGPT fait une erreur, on appelle ça une hallucination. C'est-à-dire que il va te dire quelque chose avec une confiance. Il est sûr de lui à 100%. Et ça peut être des conneries totales.
Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que certaines personnes ont été réticentes au début. Ils arrivaient à lui faire dire des conneries et ils se disaient: «Mais vous voyez, c'est pas fiable parce que, il peut dire des conneries et je peux le hacker en quelque sorte». Oui, mais de une, c'était la première version et chaque version, il y a de moins en moins d'hallucinations et de 2, il faut lui poser la bonne question. C'est tout l'intérêt du prompt engineering, c'est-à-dire c'est un nouveau métier qui est apparu qui est ingénieur de prompt et lorsqu'on pose le bon prompt avec les bons mots et il y a des techniques de prompt, eh bien on réduit le risque d'hallucination de telle sorte qu'avec un bon prompt, on peut avoir aucune hallucination. Donc oui, ChatGPT peut faire des erreurs, mais il faut aussi lui poser les bonnes questions. Et il faut, faire preuve de discernement comme tout dans la vie quand on discute avec quelqu'un, quand on va sur internet. Il faut travailler son discernement, évidemment. Mais sachez que dans 95 des cas, ChatGPT ne fait pas d'erreur et n'en fera de moins en moins puisque OpenAI continue de développer les modèles de façon époustouflante. Et je suis sûr qu'ils ont quelques modèles en stock qui sont encore meilleurs et qu'ils n'ont pas encore sortis. Car oui, faut savoir que ils travaillent bien à l'avance sur les modèles et qu'ils ont toujours une corde supplémentaire à leur arc, dans le sens où ils ont toujours un modèle meilleur qu'ils n'ont pas encore sorti, mais lorsqu'un concurrent va sortir leur modèle, eh bien, eux aussi vont sortir le leur derrière afin de leur couper l'herbe sous le pied. Ça se joue beaucoup sur l'occupation de l'espace médiatique. C'est très important pour une entreprise qui fait des modèles d'IA générative d'occuper l'espace médiatique. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas défini le terme modèle. Donc allons-y, un modèle, c'est simplement une version de ChatGPT, on va dire ça très simplement. Mais il n'y a pas que ChatGPT, évidemment, il y a plein d'autres outils. Mais un modèle, c'est une version du chat avec lequel on va interagir. Par exemple, dans le ChatGPT, je vois qu'en haut, je peux changer de modèle. Là, pour l'instant, je discute avec ChatGPT 4o. Je clique dessus et je vois que c'est marqué GPT-4o, idéal pour la plupart des tâches. Mais en dessous, j'ai O3 qui est l'utilisation du raisonnement avancé. Donc je vois que j'ai des modèles qui sont différents. O4 mini, le plus rapide en matière de raisonnement avancé. Et O4 mini high, idéal pour le codage et le raisonnement visuel. Et ensuite, j'ai un bouton davantage de modèles et j'en ai encore 3 qui sont présents. Dont GPT 4.5 qui est en préversion et qui est marqué performant dans la rédaction et l'exploration d'idées. Donc des modèles, j'en ai plein. Et je peux changer de modèle. Lorsqu'on crée une application qui se base sur l'IA, c'est assez difficile de choisir le bon modèle parce qu'il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Mais voilà ce qu'est un modèle, c'est une version de l'IA avec laquelle on interagit à l'instant T. Mais on peut changer de version et plus le temps passe, plus il y a des nouvelles versions qui vont être performantes. Le truc avec l'IA générative, c'est vraiment qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible car ça va faire que s'améliorer, car on est encore au début. Il y a encore beaucoup de gens, une majorité, qui n'ont jamais utilisé ChatGPT et c'est tout le point de ce podcast. Donc il faut s'y mettre. Dites-vous que même s'il y a des erreurs de temps en temps, dans quelques mois, ce sera réglé et que chaque jour qui passe rapproche les versions d'IA vers un niveau hallucinant. J'allais dire un niveau humain, mais c'est même pas humain en fait, c'est bien au-delà. Un humain ne pourra jamais savoir tout ça. Mais bref, reprenons avec notre interface ChatGPT. On peut lui envoyer des images, comme j'ai dit. Ensuite, il y a le mode recherche. Donc ça, c'est un mode qui va rechercher sur le web et c'est assez nouveau. J'en parlerai dans un prochain épisode car les premiers à avoir fait ça, c'est une entreprise qui s'appelle Perplexity et qui avait connecté un langage à Internet, un large language model, donc un modèle d'IA à Internet, et donc qui a eu un succès fulgurant. Perplexity, c'est vraiment un outil très utile dont je vais vous parler. Mais en fait, OpenAI a vu que ça marchait et donc ils ont créé le mode recherche qui est à peu près l'équivalent. Donc on peut se satisfaire de ChatGPT pour rechercher directement sur Internet.
Il y a un petit cas d'usage que je trouvais sympa, c'est que parfois, quand vous cherchez l'horaire d'un match ou d'un Grand Prix de Formule 1 ou peu importe, qui se situe dans un autre pays, il y a un décalage horaire, donc c'est assez difficile de trouver l'horaire dans votre pays. Parce que les articles mentionnent que ce sera par exemple à 21h, heure, américaine, côte ouest. OK, mais du coup, il faut faire un calcul, c'est assez pénible de savoir quand se mettre devant sa télé pour regarder. Mais quand vous demandez à un outil, d'IA qui est connecté à internet, il va récupérer l'heure, il va voir le fuseau horaire dans lequel le match se déroule et il va ensuite en déduire logiquement puisque, vous êtes en France par exemple, puisque vous parlez français. Bon, ça peut arriver aussi au Québec et dans d'autres pays, mais, vous lui demandez en France à quelle heure c'est. Il va vous faire le calcul, du fuseau horaire et vous dire: «OK, il faut que vous vous mettiez devant votre télé à 15h», et cetera. Donc ça, c'est un petit cas d'usage pour illustrer, mais évidemment que la recherche sur internet, vous vous doutez très bien que c'est ultra utile. Il va prendre, les résultats sur internet, il va les mixer, il va faire des requêtes directement. Donc, on verra ça dans un prochain épisode. Je veux juste, continuer sur l'interface de ChatGPT. On a ensuite la recherche approfondie. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, dont Sam Altman avait dit que ça pourrait faire gagner plusieurs points de PIB. C'est vraiment, là, si vous voulez, par exemple, faire des études, business plan, des analyses de concurrents, ça, normalement, ça prend, plusieurs jours et là, en 10 minutes, vous avez, une analyse de tous les concurrents dans une niche en particulier. Et vous savez où vous positionner pour vous différencier de vos concurrents. Donc là, le mode recherche approfondie, c'est vraiment, incroyable. C'est vraiment très puissant et vous pouvez, par exemple, vous avez envie d'acheter un appartement et ben, vous pouvez lui demander de faire une analyse du marché de tel arrondissement, de telle ville. Quel est le meilleur prix au mètre carré selon les caractéristiques de l'appartement que vous voulez? Et vous pouvez pousser ça très loin. N'hésitez pas à appliquer cette recherche approfondie pour vos sujets et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, je ne sais pas s'il y aura des commentaires sur ce podcast, si, on peut mettre des commentaires, j'espère, je vais essayer. Mais s'il y a des, cas d'usage, des métiers dont vous aimeriez qu'on creuse l'utilisation des outils d'IA générative, mettez-les en commentaire et évidemment qu'on regardera ça ensemble. Parce que, c'est sûr que moi je suis, dans le domaine de l'informatique, mais il y a plein de métiers, où j'ai pas d'expertise et si vous m'en parlez, on peut essayer de trouver ensemble comment vous allez doubler votre productivité grâce à des outils d'IA. Donc mettez-moi votre métier, vos cas d'usage dans les commentaires, je les lirai évidemment tous et on regardera ça ensemble. Et j'en profite pour vous dire de mettre 5 étoiles sur ce podcast. J'ai pas encore l'habitude de demander ça, mais prenez vraiment 10 secondes de votre temps pour mettre 5 étoiles, c'est gratuit et ça m'aidera grandement, sachant que c'est le premier épisode et que je démarre. Donc si j'ai des 5 étoiles, j'aimerais en refaire d'autres. Si je vois qu'il y a des écoutes mais personne met d'étoiles, je vais me poser la question parce que je fais ça, honnêtement, je fais ça pour aider les gens dans le sens où je veux transmettre des connaissances parce que j'ai vu avec mes parents qui ne connaissaient pas ChatGPT. Et donc je me dis que c'est hyper important. J'ai vu qu'il y avait pas énormément de podcasts sur le sujet qui s'adressaient au grand public. C'est hyper important qu'on creuse ça ensemble parce que je pense honnêtement qu'il y aura un fossé qui va se creuser entre ceux qui utilisent l'IA générative au quotidien et ceux qui ne l'utilisent pas. Ce sera vraiment, comme, internet, vous savez les zones blanches où il y a pas de réseau, dans la diagonale du vide et cetera. Et ben, en fait, si vous allez là-bas, vous allez être totalement en décalage avec les gens si vous leur parlez de certains sujets parce que vous, vous êtes connectés H24 et pas eux. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'il y aura un décalage. Et ben là, c'est pareil. Il faut absolument démocratiser ces outils et réduire le fossé entre les gens parce que ça va créer, plein de problèmes dans la société, notamment des inquiétudes. Les gens qui ne maîtrisent pas l'outil, ils vont en avoir peur, alors que ceux qui le maîtrisent, ils vont être 10 fois plus productifs, gagner plus d'argent, être plus heureux, avoir plus de temps dans leur vie. Donc forcément, il faut diffuser cette connaissance sur l'IA générative. Je compte sur vous pour me mettre 5 étoiles, des commentaires et partager ce podcast. Et j'espère honnêtement qu'on en refera d'autres très vite. Donc
Voilà, on va continuer l'épisode sur l'interface de ChatGPT. Après la recherche approfondie, vous avez le mode créer une image. Ça a pas mal fait le buzz récemment avec les images de type manga. Vous pouvez vous faire votre avatar avec vos outils, etc. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein. Le marketing, la publicité. Enfin, c'est hallucinant. Vous créez un site, vous avez besoin d'une image d'un travailleur dans ce domaine. Pour le mettre sur votre site, vous allez le faire directement. Et le truc vraiment incroyable, c'est que bon, l'image prend quelques secondes à se créer. D'ailleurs, ça me fait rire parce que on devient impatient lorsque l'image se crée, alors qu'en fait, d'habitude, il nous faudrait 1 semaine pour faire ça. Là, ça se fait en 30 secondes et ces 30 secondes, c'est les plus longues du monde. On est ultra impatient, on s'impatiente, alors qu'on devrait juste être reconnaissant en fait de pouvoir créer une image gratuitement en quelques secondes, n'importe quelle image. Mais on est devenu très difficile avec l'IA générative. On s'habitue très vite aux choses, on s'habitue très vite à notre confort, mais prenons le temps d'apprécier quand même d'avoir tous ces outils au quotidien. Donc, créer une image. Ah oui, ce qui est important, c'est que on peut itérer. C'est pareil avec le chat lorsqu'on pose une question. Itérer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a la réponse, donc soit la réponse textuelle, soit l'image, et on peut lui demander des modifications. Donc c'est pareil, s'il nous propose un texte, par exemple, écris-moi un post LinkedIn pour tel sujet, il va vous donner le post et puis vous allez lui dire, ouais, c'est pas top, c'est pas assez authentique, donc fais-le plus authentique. Prends tel ton, rajoute telle chose. Donc vous allez itérer jusqu'à obtenir le résultat parfait. Et ben c'est pareil avec les images. Vous allez créer votre image et ensuite vous allez lui donner des modifications. Rajoute un ciel bleu parce que là il est nuageux le ciel. Moi je veux que ce soit un ciel bleu. Change les arbres, etc. Change la couleur de la maison. Donc c'est vraiment incroyable, de pouvoir aussi créer une image. Je pense qu'il y a énormément d'applications et d'ailleurs sur l'interface gauche de ChatGPT, ils ont rajouté la bibliothèque qui regroupe toutes les images que vous avez créées dans ChatGPT. Donc c'est pas mal de pouvoir accéder à ces images. Ils ont rajouté ça. Ça doit coûter assez cher en serveur, pour pouvoir héberger toutes ces images, j'imagine. Mais c'est très gentil de leur part qu'ils aient rajouté ce mode bibliothèque pour retrouver les anciennes images. Je sais pas si la mémoire est limitée ou pas, que si à partir d'un moment elle s'efface ou pas. Peut-être ça dépend de l'abonnement. Mais je trouve ça très très gentil, en tout cas très utile. J'imagine qu'ils sont pas totalement philanthropes, même si OpenAI de base est une entreprise à but non lucratif. Il faut le savoir. Bon, ça a un petit peu changé et il se trouve que les gens s'enrichissent quand même un peu. C'est normal quand on voit ce qu'ils produisent, honnêtement, on peut pas leur jeter la pierre. C'est vrai que du coup, OpenAI, c'était censé être des modèles d'IA ouverts, c'est-à-dire qu'ils les partagent et que n'importe qui peut les utiliser gratuitement, alors qu'en fait, ils ne sont pas vraiment ouverts, sauf certains modèles. Mais bon, leurs meilleurs modèles ne sont pas ouverts, donc c'est notamment ce que critique vraiment Elon Musk sur OpenAI. Elon Musk a participé à la création de l'entreprise OpenAI, a donné, je crois, 100 millions de dollars pour qu'il y ait une IA open source. Et ça n'a pas été le cas. Elle n'est plus open source. Donc, Elon Musk a créé sa propre entreprise d'IA qui s'appelle xAI. Pas non plus open source, je crois. Mais sauf que celle-ci ne se revendique pas open source. Et il est en train de coller plein de procès à OpenAI. Donc, j'imagine qu'il y a des cabinets d'avocats qui doivent être très heureux de tout ça aux États-Unis, mais c'est vrai que il y a 2 écoles dans l'IA générative, les open source et ceux qui sont pas open source. OpenAI devait être open source. Meta, donc l'entreprise de Facebook et Instagram, a créé des modèles qui sont open source, ce qui est un peu contradictoire avec leur historique, mais ils ont fait ce switch récemment. Donc c'est assez intéressant de noter ce point. Et ensuite, vous avez donc là, on a fini un peu sur la partie prompting, cette interface en bas de l'écran. Et on va voir maintenant, bon, l'interface principale, c'est l'interaction avec ChatGPT. Lorsque vous lui posez une question ou demandez de créer une image, il va vous la ressortir ici. Mais il y a sur la gauche tout ce bandeau
sur la gauche qui regroupe plusieurs choses. Donc, vous avez l'historique de vos conversations. Vous pouvez commencer une nouvelle conversation. Vous pouvez rechercher vos anciennes conversations. Donc, ça peut être utile de rechercher dans vos anciennes conversations parce que parfois, mince, j'avais demandé à ChatGPT de m'expliquer quel était le meilleur micro pour mon podcast, mais depuis, j'ai 15 nouvelles conversations, donc je ne sais plus laquelle correspond à cette question. Je vais taper dans le mode recherche micro podcast et il va me donner la conversation dans laquelle j'ai demandé ça. Donc ça peut être très utile de retrouver. Vous pouvez maintenant créer des projets qui regroupent plusieurs conversations. Je vous avoue que je n'utilise pas trop ce truc, mais je devrais le faire. C'est assez récent, je pense, pour organiser en fait vos chats. Je devrais créer le projet podcast. Je vais le faire de suite d'ailleurs, dans lequel je mettrai tous mes chats liés au podcast et après je pourrai rechercher plus facilement. Et puis vous avez ensuite ChatGPT, Sora et puis vous avez vos GPT. Donc ce qu'ils appellent les GPT, c'est une sorte de ChatGPT qui est orienté. Ça peut être votre assistant en marketing, votre assistant en communication. En fait, c'est un ChatGPT qui est spécifié dans une tâche ou plusieurs tâches, mais qui a une spécification. Il y en a beaucoup, il y en a productivité, rédaction. Donc, par exemple, moi, j'en utilise un qui écrit des articles comme des humains, dans le sens où je vais lui demander un article sur un sujet, et puis quand je vais lire l'article, c'est impossible de savoir s'il a été écrit par un humain ou par une IA. Mais vous en avez plein, Je vous invite à explorer les GPT. D'ailleurs, je suis en train de le faire actuellement. Moi-même, je n'utilise pas énormément les GPT et je devrais le faire plus. Donc, ce podcast me rappelle moi-même que je devrais plus utiliser certaines fonctionnalités. Cependant, le chat GPT général est tellement puissant, tellement fort que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un GPT. Là, je vois que par exemple, il y a Travel Guide, donc un guide de voyage. Mais en fait, je peux déjà avoir un guide de voyage lorsque je parle dans ChatGPT. Donc ces modes GPT, je suis pas sûr à 100% qu'ils ne vont pas devenir obsolètes très rapidement si ce n'est déjà le cas. Mais c'est toujours bien En fait, on peut les orienter pour qu'ils prennent un certain ton, certaines approches. Donc ça peut être pas mal si vous avez un spécialiste d'un domaine qui a orienté un GPT pour avoir une certaine approche. Honnêtement, je pense que ça peut être utile. Cependant, moi, dans mes cas d'usage, je ne l'utilise pas beaucoup, mais je vous invite à l'utiliser. Donc voilà pour les GPT. Et puis, on peut créer un GPT. Il me semble qu'il faut être abonné pour pouvoir créer des GPT. Donc, ça peut être pas mal pour faire de la traction sur certains projets. Par exemple, vous créez un GPT qui va rediriger vers votre site. J'ai vu que Canva, par exemple, ils ont créé leur propre GPT. Ils ont certainement connecté l'API de Canva. Donc, on pourra creuser ça si ça vous intéresse. Je vous invite à utiliser les GPT également. Et voilà, on a fini pour l'interface, je crois. Quand je vois l'interface, il y a partager. Alors, partager, qu'est-ce que c'est? On peut partager un chat, ouais, c'est pas mal. On peut partager un chat avec un ami, ça peut être sympa. Mais on peut également archiver ou supprimer un chat. Donc voilà pour l'interface de ChatGPT. Cet outil incroyable qui est apparu fin 2022. Nous sommes en 2025, il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas. Et c'est vraiment maintenant une sorte de port d'entrée vers Internet, de telle sorte que Google a toujours eu le monopole, entre guillemets, des recherches sur Internet avec Bing de Microsoft. Mais Google, c'est vraiment l'acteur majoritaire, c'est la porte d'entrée vers Internet. Et bien maintenant, vous avez d'autres portes d'entrée vers Internet avec ChatGPT. Vous pouvez poser n'importe quelle question et il est connecté à Internet. Je pense aussi à TikTok, c'est marrant parce que beaucoup de gens maintenant, des jeunes notamment, font des recherches sur TikTok. Tu tapes par exemple restaurant Monaco et tu vas voir sur TikTok des TikTok de restaurants à Monaco et c'est très utile en vrai quand tu pars en voyage de trouver facilement des informations et de avoir un visuel. Tout de suite, vous voyez le TikTok avec les plans du restaurant, les plats et est-ce que vous voulez ça ou pas, c'est hyper utile.
Donc, je pense qu'un prochain épisode va porter sur la perte du monopole sur les recherches de Google. Je pense que c'est un sujet passionnant et bouleversant pour la société. Et on va creuser ça ensemble dans le prochain épisode. Abonnez-vous, c'était Guillaume dans Génération IA et je vous dis à très bientôt.